parlons aborder une thématique aujourd'hui, un petit genre très politique, et son thématique qui concerne en pile les journalistes, puisque tout journaliste qui a traité des questions environnementales appelé un jour pour couvrir un événement très important sur le changement climatique, qui c'est un COP, qui c'est Conference of Parties. Ça veut dire, et l'important pour qu'on ait dynamique ça, qu'on ait fonctionnement. Donc sinon, capable d'arriver dans une négociation et puis vous perdu. Ou pas qu'on ça pour rapporter, ou pas qu'on est à qui est-ce pour parler. Et ici, en Haïti, nous n'avons pas ça comme pratique, mais au bon pays bien avant nous qui toujours impliqué les médias et les journalistes dans la question de négociation sur le changement climatique. Ici, nous faisons expérience ça pour la première fois en 2015 avec Patrick qui a fait écrire nos COP et puis un pile bail pour le faire. Et je crois que Patrick est en 2016, Patrick a fait plus bien que ça parce qu'il comprend la dynamique. Donc depuis 2015, je surtout proposé ça dans la délégation d'Haïti. Il faut que nous gagnions des journalistes qui sont capables de rapporter sur l'événement et qui sont capables, au retour, et motiver la population en plus sur ça. Donc, on va parler là de négociation à la NUC, et c'est comme ça on relève dans le jargon de négociation, et l'accord de Paris. On regarde le processus ça. Alors là, montrez-nous là l'histoire qui menait dans CCNUCCA, qui est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, ce processus qui démarrait en 1972 à Stockholm, dans la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. Donc, à Stockholm, il y a une prise de conscience que il y a un problème environnemental grave et qui affectait l'humanité entière. Et 20 ans après Stockholm, il va faire une autre conférence sur le changement climatique et ces deux-là, ils vont adopter le premier traité international sur le changement climatique. Et ce premier traité, ça, il y aurait les conventions cadres des Nations Unies sur les changements climatiques, donc, qui a été négocié et voté en 1992 lors du sommet de Rio, sommet de la Terre à Rio. Alors, pour connaissance générale, il faut tout dire qu'à Rio, il a adopté 3 conventions. Ça fait dans le langage jargon, les conventions sœurs. Donc, ces conventions sur le changement climatique, ces conventions sur désertification, c'est une convention sur protection de la diversité biologique. Donc, 3 conventions ça liées ensemble. Donc, convention ça Haïti, t'es dans la négociation, Haïti a adopté. Donc, nous connaissons dans le corpus juridique d'Haïti, une fois que Haïti signe, négocie, ratifie un texte international, il fait partie de loi nationale. Donc, ça veut dire que la convention fait partie de loi nationale aujourd'hui. La convention est une série de mécanismes pour faire mise en œuvre. Et un aspect important, c'est ça, les COP. Donc, nous avons ça devant. Donc, il va faire premier COP, la première conférence, côté toute partie qui était signée encore réunie pour garder l'évolution. Il fait ça en 1995. Donc, la première conférence partie a faite en 1995. Et depuis ça, chaque année, il fait une conférence et des parties. Toutes parties réunies pour discuter, pour garder l'évolution, mise en œuvre et adopter de nouvelles décisions. Et en 1997, il va commencer à prendre des mesures concrètes pour appliquer la convention. Et c'est ça qu'il va adopter, signer le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto lui-même, il était fait exigence. Alors, très intéressant pour noter ça parce que ça nous les accords de Paris, il prend une sorte, il prend dans lignée protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, qui ça le fait? Il diviser pays en plusieurs catégories, plusieurs groupes. Donc, il y a 2 groupes pays qui sont des grands pollueurs,
ou d'un groupe de pays qui c'est des pays en développement. Donc, convention a déjà dit, tout pays, il y a une responsabilité dans le changement climatique, là, mais il n'est pas responsable à même niveau. Et comme il n'est pas responsable à même niveau, il ne peut pas faire même qualité effort. Donc, ça fait le protocole de Kyoto, il était fait obligation aux pays développés pour réduire à 5% sur une période de 7 ans quantité de gaz à effet de serre à produire. Donc, c'était ça le protocole de Kyoto. Je dis, même si le protocole de Kyoto a fait exigence à pays développés seulement, mais tout pays est signé. Parce que toute décision faite pour gagner, acceptation de tout pays parti. Donc, Haïti ratifié le protocole de Kyoto en 2005. Ça veut dire Haïti fait partie du protocole de Kyoto. Et en marge du protocole de Kyoto, ça, entre 1997 et 2007, Haïti élaboré PANA, qui dit lui-même, mais qui ça fait pour être capable de répondre à la conséquence du changement climatique. Ça veut dire que ce mécanisme qui gagne, côté des pays développés, pour réduire la quantité de gaz à effet de serre de 5%, et des pays en développement eux-mêmes pour faire des plans d'adaptation. Parce que eux-mêmes, ils pour adapter, parce que ce n'est pas eux-mêmes qui créent le problème. Non. OK? Donc, gros pays ont réduit, ça veut dire gros pays plus dans l'atténuation, et des petits pays eux-mêmes pour faire adaptation. Donc, ils ont abordé là de manière différente. Donc, c'est pour ça qui va le mener jusqu'en 2015 avec l'accord de Paris. Donc, arrivé en 2015, qui constat, il va le faire. Le premier constat, c'est que première dynamique ça, qui m'a dit pour les pays développés, réduire la quantité de gaz à effet de serre, ça a échoué. Il a échoué pour plusieurs raisons. Parce que les États-Unis, il y a un plus grand pollueur qui gagne, pas de jambe entrer dans le protocole de Kyoto. Parce que les États-Unis ne sont pas disposés à réduire le gaz à effet de serre à la Kaili. Parce que la question de gaz à effet de serre est liée à la question du processus de développement. Les États-Unis ne sont pas jamais d'accord à entrer dans le protocole de Kyoto. Et puis, il y a des pays qui étaient là-dedans qui peuvent sortir après. Par exemple, le Canada, c'est dans le protocole de Kyoto. On dit, bon, les Américains ne vont pas rentrer là-dedans, nous-mêmes, nous ne pouvons pas ça tout. Ils sont rentrés, ils sont sortis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un échec de Kyoto. Et ils viennent dire qu'il faut qu'ils négocient un nouvel accord qui tient compte de la capacité de tout pays et qui tout pays à engager là-dedans. Donc, ça, ils disent qu'il faut qu'ils fassent un accord qui a une portée universelle, contraignant, et que ça pourra mener dans un nouvel accord qui est l'accord de Paris, pour nous ça plus devant, qui ça gagné là-dedans. Donc, c'est tout le processus ça, et qui c'est le processus de négociation, de discussion entre des États, entre des nations qui mènent là. On nous regarde plus en détail qui ça impliqué en termes de négociation pour les pays. Alors, qui ça est NUC là? NUC, c'est Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, nous dit c'est une convention qui exposait obligation chaque pays gagné devant le changement climatique là. Et c'est une convention qui gagne 195 parties qui signent. 195 parties, c'est 194 États et puis avec une organisation régionale qui signent. Parce qu'en plus fois dans la négociation, pays, Union européenne, ils votent ensemble. Donc chaque pays par ensemble, l'Union européenne, qu'on fait ensemble comme un seul pays, comme une seule région dans la négociation. Ça. Et il a signé en 92 à Rio. Et ça nous l'objectif ultime convention, ça, c'est stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre de l'atmosphère à un niveau qui empêchait toute perturbation système écosystème, non, ou bien système climatique. Là. Ce que j'ai noté hier, et principale cause du changement climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre, grande concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Eh bien, comme convention lui dit obligation partie, qui obligation partie gagné dans la convention? Mais obligation partie gagné dans la convention. Chaque partie gagne pour établir des inventaires de gaz à effet de serre selon une période de 4 ans qu'on y a. Haïti fait ça déjà une fois. Il a fait ça en 2000.
Il y a une qui est en préparation, il a fait année ça, en 2017 là, c'est pas le deuxième inventaire qu'on a fait. Nous parlons un peu devant, il n'y a pas dit espace 4 ans, ça, il y a un petit genre long pour certains pays. Parce que des pays, c'est des grands pollueurs, des grands émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, il n'y a pas dit que, eh bien, on nous fait un genre, dans mi-temps, période 4 ans, tous les 2 ans, on fait pays au bail, ça nous des rapports actualisés. Haïti, tout est supposé faire un rapport actualisé en 2016. Malheureusement, il a commencé le processus là, mais pas jamais fini. Alors, deuxième obligation partie au gain, il faut que chaque pays prépare un plan d'atténuation et un plan d'adaptation. Haïti a un plan d'adaptation, mais il n'y a pas un plan d'atténuation. Il y a de nouvelles technologies qui sont mieux adaptées au changement climatique et chaque pays n'a pas la même capacité de développement de technologie. Ça a documenté une sorte de coopération qui est faite entre pays pour une sorte de transfert de technologie. Actuellement là, Haïti a fait ça en sorte de inventaire des besoins en technologie pour le changement climatique et qui est capable de faire que il demande de l'autre pays qui dispose de technologie ça. Alors l'aspect c'est très important parce que il a toujours metté mesures de lutte contre le changement climatique en contradiction avec question de développement. Parce qu'en fait, processus développemental que nous connaissons aujourd'hui, le modèle de développement gagnant, il produit un pile gaz à effet de serre. Donc, qui fait pour certains pays, c'est comme si ils demandaient de réduire le gaz à effet de serre, c'est comme si ils demandaient de camper sur le processus de développement. Donc, pour montrer que ça n'est pas contradictoire du tout, il faut nous continuer de développer quand même, mais ça le développement durable, c'est-à-dire son sorte de développement qui lie ensemble l'aspect environnemental, l'aspect économique et l'aspect social en tenant compte des besoins des générations futures. Ça veut dire, le m'a posé une action aujourd'hui en termes de développement, il faut me penser à quelles conséquences ça a gagné sous génération qui va venir dans 50 ans. Et l'autre obligation partie, c'est faire recherche, encourager recherche, c'est coopérer dans l'échange d'informations et c'est favoriser les formations, éducation publique sur le changement climatique. Et puis, c'est communiquer avec COPLA des informations relatives sur ce qu'on fait comme mesure de mise en œuvre de l'accord de Paris. Ça, c'est obligation pour toute partie qui était signé la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Alors, nous avons 195 pays qui sont partis à l'accord, à la Convention. Et nous avons toutes parties, ils sont pas dans le même niveau. Pas dans le même niveau de développement, ils sont pas dans le même niveau en termes de territoire, pas dans le même niveau en termes de population. Eh bien, déjà, nos conventions, ils regroupent les parties en 3 catégories. Que les annexes. Donc, il y a 3 annexes. Donc, dans le jargon négociation, ça veut dire les pays de l'annexe 1, pays de l'annexe 2 et pays non annexe 1. Alors, pays annexe 1, ils regroupent 43 pays développés qui membres au CDE. Donc, annexe 1, qui regroupe 43 pays développés qui membres au CDE, c'est les plus grands pollueurs, les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Et puis, il y a une annexe 2 qui regroupe 23 pays développés, mais c'est des pays qui pas en transition. Okay? C'est des pays, alors, en transition, oui, c'est des pays qui ont commencé à faire venir, dans développer une série de barrières pour venir développer. Par exemple, à l'époque, il n'y a pas de considérer la Chine comme pays développé. Donc, c'est un pays qui était vraiment en voie de développement. Okay? Mais ça pose problème aujourd'hui, et c'est un problème accord de Paris, on a pour ça, puis devant. Et puis, ça relève les pays non annexes 1. Donc, c'est le contraire des pays de l'annexe 1. Pays non annexes 1, c'est des pays en développement ou bien des pays sous-développés, qui fait partie de l'annexe 1. Selon catégorie, ça n'a qui annexe Haïti. Haïti, non annexe 1. Comme pays en développement ou bien des pays sous-développés. Mais nous voyons, même dans un pays qui fait partie de l'annexe, il n'y a pas de l'autre de regroupement qui fait sur base d'intérêts, sur base de ressources que vous disposez. Donc, ça va aller la coalition.
Pour la première coalition, qui est la coalition Groupe 77 et Chine. Il est composé de 77 pays en développement, ça veut dire qu'il fait partie de non-annexe 1, plus la Chine qui est annexe 2, parce que c'est un pays qui a commencé à développer. Donc ça fait le groupe 77 et Chine. Il n'y a pas dit groupe 78, parce que la Chine n'est pas dans la même situation avec eux. C'est 77 pays sous-développés en développement et la Chine qui lui-même sont pays en transition, le groupe 77 et Chine. Pour qui ça? Coalition ça, qui intérêt de gagner ensemble, ils doivent défendre. Le groupe 77 a gagné des mêmes intérêts en tant que pays sous-développé parce qu'il a gagné des revenus et per capita qui presque similaires, il a gagné des pays presque similaires, mais la Chine lui-même tout voulait protéger tout parce que lui-même il peut pas arriver dans le niveau de développement, donc les besoins appui des pays sous-développés pour capables de joindre des avantages qu'il y ait avec des pays sous-développés. Après ça, puis devant. L'autre coalition qui est la coalition, AOSIS, c'est Alliance des petits États insulaires en développement. AOSIS, ça lui-même tout, c'est une coalition qui, à l'intérieur de, qui est annexe. Justement, en dans AOSIS, il y a à la fois pays non annexe 1 et pays annexe 2. Parce que le recoupement ça fait sous base situation géographique. Parce que tout c'est îles. Et îles ont une caractéristique particulière, c'est que ils sont très bas par rapport au niveau de la mer. Donc, qui fait que en cas d'éventuelle augmentation du niveau de la mer, ils sont dans la même situation. Ça veut dire que ça fait qu'après Haïti, dans le groupe AOSIS, ensemble avec Sainte-Lucie, ensemble avec la Dominique, ensemble avec Sao Tomé qui est juste dans le Pacifique là, parce que c'est des îles, il y a une même problématique en termes de caractéristiques géographiques. Donc, sous base de ça, ils ont regroupé pour défendre l'intérêt. Et c'est surtout le groupe ça, par exemple, qui à Paris, te défend objectif 1,5 degré, qui te dit ne pas arriver dans 2 degrés parce que 2 degrés est déjà trop. Si on arrive dans 2 degrés, puis il faut inonder. Donc, il faut être plus bas que ça. Et c'est un bas déterminant dans la négociation accord de Paris. Et le troisième groupe de coalition, il y a les pays moins développés. Alors, dans le jargon convention, si nous allons comprendre comme journaliste, après Léo, LDC, c'est List Developed Countries, ou bien des PMA. Il y a même des pays de l'annexe, c'est des pays qui annexés. Non annexe 1, c'est des pays en développement. Et vous avez l'Union européenne, pour compte parler, qui sont groupes, qui sont coalitions. Et puis vous parlez de l'autre coalition, parce que si pays en développement, ils ont fait coalition pour défendre l'intérêt, pays développés autour, ils ont fait coalition tout. Et il faut coalition créer Umbrella. Ce groupe Umbrella qui gagne la Suisse, le Canada, et la Norvège, c'est des pays très développés et grands émetteurs de gaz à effet de serre pour eux, même tout défendre l'intérêt par eux. Ils font groupe parapluie ou bien groupe Umbrella. Et puis, il y a le groupe encore, il y a le groupe pour l'intégrité environnementale, qui encore réunit des groupes qui font partie de pays de l'annexe. C'est des pays développés, c'est vrai, mais ils sont plus ou moins flexibles sur négociations sous décision, par exemple, pour capable résoudre le problème changement climatique. Là. Alors, on me dit autre parce que gagner de l'autre groupe encore, mais qui n'est pas très important, mais qu'un groupe formationnel, qui est très important, c'est le groupe des pays producteurs de pétrole. Ils ont même tout, et ils ont fait coalition ça, sous base ressources gain. Donc, ça fait, ou après, par exemple, Venezuela fait partie du même groupe avec l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a produit pétrole. Donc, mais après, Venezuela, tout le même groupe, tout avec Haïti, parce que c'est des pays en développement. Donc, sous base ressources, bonne coalition, sous base situation géographique, bonne coalition, sous base développement économique, l'autre type de coalition. Parce que nous connaissons la question du changement climatique, surtout liée à l'utilisation à outrance de pétrole comme énergie fossile. Alors que demander réduire l'énergie fossile,
ça va poser pour pays producteurs de pétrole un manque à gagner. Parce qu'ils vivent principalement de pétrole. Donc, ils sont là pour défendre l'intérêt du produit. Si je prends du pétrole, qui est l'autre moyen, moi-même gagner pour continuer à développer le territoire. Donc, voilà différentes coalitions qui gagnent dans le schéma des Nations Unies sur le changement climatique. Ça veut dire, l'arrivée dans le COP, c'est tout intérêt ça à discuter ensemble. Tout le monde gagne intérêt par eux à discuter. Même si on a reconnaissance que le changement climatique est un problème global, tout le monde est victime, mais tout le monde n'a pas décidé de faire le même effort. Et ça fait chaque monde à défendre des intérêts pendant qu'on fait une action globale. Là. C'est vraiment une action globale, mais en deux globalité, ça a gagné une bonne divergence individuelle, des divergences et en fonction du territoire. Alors, on regarde la convention, ça regarde les organes importants de la convention. La convention a gagné 3 organes très importants. Il y a un organe dans le langage, dans le jargon convention, le SABSTA. C'est un organe qui est responsable pour la convention des informations techniques sur l'évolution phénomène changement climatique. Donc, les conseillers dans le domaine technique et lui-même gagne des expertises et des groupes d'experts qui ont intervenu en dedans ça. Et c'est au même tour qui baille et pays informations techniques, pratiques sur le changement climatique. OK? Et convention ça, alors, l'organisme lui-même, il réunit 2 fois par année. Chaque année, et SABSTA le réunit 2 fois. Il réunit pendant le COP là, généralement le COP est fait entre novembre et décembre, et il réunit encore en avril et mai. 2 fois par année, il réunit parce que c'est eux-mêmes qui préparent des informations techniques pour le COP là décider. Un deuxième organe important, c'est le SBI, mais que généralement SBI. Parce que les femmes disent nous, son domaine qui est très influencé par l'anglais, négociation sur le changement climatique.